vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, les titres de ce journal. Le développement d'une ville passe par la modernisation de ses infrastructures. Les Béninois rêvent d'avoir des villes à l'image de celles du monde. Comment moderniser les villes du Bénin sans toucher à l'histoire qu'elles racontent? On en parle dans ce journal. Les métiers de coaching se développent énormément. De plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est le bon profil? C'est à suivre. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. La consommation d'eau glacée serait la cause de plusieurs pathologies. Voir Cotonou, Parakou ou encore Porto Novo à l'image des grandes villes du monde est sans doute le désir de nombreux Béninois. Ils n'hésitent pas à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il possible de moderniser nos villes? Amidou Malehossou et Omola Dessani pour le reportage. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices. Il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Daoulokono intervient dans le domaine du coaching. Il donne plus d'explications au micro de Perspective Tossa.
Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client, entre griffes qui est en face de vous, que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui réponde à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Je l'annonçais dans les titres, la consommation de l'eau glacée est un geste qui entre dans les habitudes alimentaires dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants. Il n'est pas rare d'étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. Samson Thiomon, perspective Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée.
Et nous parlons toujours santé, mais cette fois-ci d'un ouvrage qui parle de la procréation. Environ un couple sur 6 a des difficultés pour avoir des enfants. Les causes de l'infertilité peuvent être féminines, masculines ou mixtes. Selon la nature du problème, différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à la procréation. Suivez ce reportage de nos confrères de la CRTV. Ne vous fiez surtout pas au sens premier du titre de ce livre. En réalité, il fait une incursion dans la vie intime du couple pour évoquer un sujet resté trop longtemps tabou. La difficulté qu'ont certains à fonder une famille. Pendant que beaucoup se reposent, d'autres cherchent, au-delà du plaisir sexuel, à procréer sans jamais parvenir à leur fin. Tous les couples qui essaient d'avoir des enfants, je voudrais leur dire avec cet ouvrage-là qu'il y a des méthodes, des petits trucs qu'ils peuvent avoir comme ça pour être plus forts dans leur recherche des enfants. Un ouvrage qui entend apporter du soulagement et du réconfort aux personnes en difficulté de procréation via diverses techniques. Devant toute situation, tout problème qui nous semble insurmontable, il faut avoir exactement la même réaction. Quel est le problème? Faire le tour de la question. Toutes les questions qui concernent ce problème, il faut les savoir. Parce que si on va à la guerre, tant qu'à faire, il faut savoir contre qui on va combattre. Des sujets qui ont mobilisé et attiré plus d'un. Je demande aux femmes de ne pas prendre peur, ça peut arriver et ça peut bien se passer. Moi, je sors de cet échange avec une note de grosse satisfaction. L'ouvrage est une autobiographie de l'auteur qui rend un vibrant hommage et un témoignage à tous ceux qui, comme elle, ont peiné ou peinent encore à avoir une progéniture. Afrique subsaharienne, la croissance économique 2020 attendue à 2,9% pour un revenu par habitant au ralenti. Selon la Banque mondiale, l'institution a publié la semaine dernière son nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales pour l'année 2020. Cette nouvelle prévision s'affiche en baisse par rapport à celle réalisée en octobre 2019. D'après la Banque mondiale, une demande extérieure faible couplée à l'accroissement de l'incertitude entourant les politiques mondiales, la chute des prix des produits de base et les fragilités internes dans plusieurs pays de la région ont facilité ce ralentissement global. Cependant, cette croissance est encore insuffisante pour réduire le niveau de pauvreté très élevé du continent. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.